Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de qui juge les dieux. Juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs. Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hérmogène à Marseille. Proposé aujourd'hui, chers auditeurs, d'évoquer un sujet qui n'est pas spécifiquement spirituel, mais qui concerne notre société, je dirais même dans un registre assez politique et d'une actualité très proche. Je veux parler de tout ce commentaire et des événements qu'a suscité la construction de la cathédrale qui s'appelle cathédrale, orthodoxe russe à Paris, sur le quai Branly, à côté de la Tour Eiffel, qui déjà dès le début avait suscité beaucoup de turbulences, beaucoup de contestations, de discussions de la part des autorités françaises, nationales, de la mairie de Paris. Enfin bref, toujours est-il que la chose s'est faite et que donc la Russie a acheté, moyennant une somme, je crois, très importante, ce qui était les bâtiments de Météo France, et donc qui a construit ici, donc à la fois, et c'est important de préciser qu'il s'agit à la fois d'un espace dit culturel, et en même temps d'une église, qui est qualifiée de cathédrale. La chose est faite, elle a été construite, et je m'inspire d'abord de cet épisode de ce feuilleton quasi politique, n'est-ce pas, qui concernait la venue ou la non-venue du président Poutine, qui devait être non reçu par le président Hollande, le 19 octobre, très précisément, pour inaugurer cet espace culturo-religieux ou religieux-culturel. Je note que dans la presse, dans l'ensemble, et bien souvent, il était plus question de la cathédrale orthodoxe, alors que c'était l'espace religieux. Et je voudrais dire que il était prévu de toute manière, dans un premier temps, que le président Poutine vienne avec le patriarche, puis les choses ont été dissociées par la Russie elle-même, semble-t-il. Le 19 octobre, le président Poutine devait venir, mais le président Hollande a refusé de l'accompagner dans l'inauguration, et en définitive, je rentre pas dans les autres considérations politiques concernant la Syrie, et donc en définitive, le président Poutine ne vient pas. Bref, mais le 19 octobre, cette inauguration a lieu. Elle a lieu en présence d'une autre autorité importante de la Fédération de Russie. Et la bénédiction, en quelque sorte, de l'église et de la cathédrale, ce sera effectué le 4 décembre par le patriarche Cyril de Moscou. Bon, ça, en quelque sorte, est fait aujourd'hui. Mais je ne veux pas simplement faire ici m'ajouter aux divers chroniqueurs et pas développer le feuilleton pour le feuilleton, mais de le resituer dans le temps, en profondeur. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, les relations entre la France et la Russie, non pas au XXe siècle, mais même avant. C'est bien connu que la France a une tradition d'amitié avec la Russie qui s'est affirmée, disons, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, après qu'à peu près on ait oublié la campagne de Napoléon, que la Russie ait à peu près oublié la campagne de Napoléon. Et en tout cas, elle n'a jamais voulu à la France et aux Français cette agression de Napoléon, dont elle sait bien qu'en définitive c'était Napoléon, mais peut-être pas toute la France, peu importe. Voilà. Toujours est-il que oui, à la fin du XIXe siècle, Alexandre II et surtout Alexandre III
se développe, et à la faveur donc de ce siècle d'argent, de tous ces écrivains, de tous ces musiciens que la France aime, et puis alors le développement des ballets, enfin bref, il y a une proximité culturelle assez étonnante d'ailleurs, parce que psychologiquement il n'y a pas toujours exactement le même héritage ou le même bagage, je dirais. Et pourtant il y a une attraction. Un symbole, c'est le pont Alexandre III. À Paris, n'est-ce pas, un petit peu baroque comme ça, rococo, qui était là. Pourquoi? Parce que il y a cette fameuse alliance qui a été signée en 1893 et juste vers la fin du règne de Alexandre III, et qui symbolisait cette alliance politique et qui est beaucoup plus profonde. Puis donc là-dessus, il y a tous les événements du XXe siècle, et donc non seulement la Première Guerre, mais surtout la Révolution qui va tout bousculer et va tout suspendre. On voudrait rappeler que, à la faveur de cette présence et de cette proximité russe en France, russo-française au XIXe siècle, ont été construites sur le territoire français des églises. À Paris, rue d'Aru, des grandes églises, à Biarritz, à Nice, alors la fameuse cathédrale, juste à la fin, qui a été construite entre 1904 et 1912, mais c'est avant la guerre et la Révolution, également à Cannes, des belles églises avec des bulbes, etc. Et donc, qui constituent en effet une sorte de témoignage de la présence russe impériale en France à cette époque-là. L'épisode bolchevique, communiste, va évidemment ouvrir une parenthèse complète, totale, pendant plus de 70 ans, par rapport à cette proximité, puisque plus rien n'était possible, en réalité, en profondeur, pour une raison idéologique, et toutes les autres que nous connaissons. Et, par contre, à la sortie du communisme et la chute du mur de Berlin, eh bien, la Russie, petit à petit, après quelques années, ou des années 90, où elle était un peu abattue par l'épisode, il est évident qu'elle s'est retrouvée extrêmement affaiblie. Voilà qu'à partir de 2000, et l'avènement de Poutine, il faut bien le dire, Vladimir Poutine sera l'homme de la restauration de la puissance impériale russe, car en fond c'est cela. Il dira que la chute du communisme sera le plus grand drame de la Russie. C'est pas la chute du communisme qui est le plus grand drame peut-être, mais enfin toujours est-il qu'à ce moment-là, oui, la Russie, l'Union soviétique, ou la Russie, l'Empire russe, est exsangue. Et donc l'homme, c'est l'homme de la restauration de la puissance russe. Et cette puissance impériale russe, pour la Russie, parce qu'elle est comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle vit sa puissance, elle n'est pas que la puissance militaire, elle n'est pas que la puissance économique, d'ailleurs, elle n'est pas une puissance économique, elle n'a jamais été fondamentalement d'ailleurs, ni même à l'époque soviétique, mais ça c'est une autre question. Mais par contre, son oral, c'est pas, elle prétend être la porteuse de valeurs, elle a d'abord sa propre identité, une identité extrêmement affirmée, mais qui est nationale, qui est nationaliste, il faut bien le dire, mais qui en même temps se pense universelle. Il y a dans la culture et dans la psychologie de l'Empire russe, il y a toujours, depuis le XVIe siècle, il y a toujours eu une espèce de réflexe un petit peu messianique. La Russie pense qu'elle a un message universel à apporter. Alors, même le marxisme, en réalité, même le communisme, avec quelque chose d'universaliste dans l'idée, mais ensuite, stalinisme, les choses se sont déroulées d'une telle manière que c'était au contraire un repli. Mais maintenant, il est évident que la Russie veut retrouver cette dimension de puissance pour elle-même et à valeur à portée quasi universelle. Et c'est dans cette perspective que se placent les derniers développements.
D'abord, nous avons eu, je vous le rappelle, on l'a peut-être déjà oublié, nous avons eu des épisodes extrêmement douloureux, comme les actions judiciaires contre la cathédrale Saint-Nicolas à Nice, où après 6 ans de brigade judiciaire, finalement, la justice française a jugé bon de céder et de donner la cathédrale à la Russie. Viendront sans doute après les églises de Biarritz, peut-être même de l'église de la rue Daru, la cathédrale de la rue Daru, la cathédrale qui est ancêtre celle de l'orthodoxie de l'émigration. Et c'est également dans cette optique qu'a voulu être construite cette église dite du Quai Branly. Voilà, et c'est absolument évident. Vu la manière, il y a eu d'ailleurs 2 projets, enfin, il a été modifié en cours de route, il est évident que la construction de cette cathédrale, de cet espace culturel que la Russie de Poutine a voulu, mais avec force, et qu'on a laissé faire, eh bien, s'inscrit dans cette optique de réaffirmation de la puissance impériale, mais aussi d'un rayonnement de valeurs. Et c'est sans doute là que les choses deviennent encore plus compliquées, parce que actuellement, aujourd'hui, paraît sans autre insistance et sans autre commentaire, c'est assez difficile d'admettre que la Russie puisse venir nous donner véritablement, ou donner à la société ici occidentale des leçons, en tout cas, de valeurs morales et voilà, ou même spirituelles. Certes, nous avons des points communs, c'est vrai, on l'a un petit peu évoqué, à propos de l'identité, de la réaffirmation de nos identités nécessaires dans nos pays, dans nos sociétés, en Europe, aussi bien de l'Ouest que de l'Est. Mais enfin, cela dit, la question de cette réaffirmation de la puissance messianique, je ne crains pas le mot parce que je sais très bien, je connais un petit peu le sujet, c'est une véritable puissance messianique qui voudrait ici s'imposer et qui n'est pas forcément de bon augure de ce point de vue-là pour la suite des événements, parce que il n'est plus temps aujourd'hui de recevoir des présences messianiques, certes qui s'inscrivent contre d'autres présences peut-être, mais voilà, le sujet est délicat, il est à la marge entre la politique et le religieux. Je voulais simplement l'évoquer rapidement et on aura sans doute l'occasion d'y revenir parce que je pense que l'épisode n'est pas achevé. Voilà, bonne fin de journée, bonne semaine et à la semaine prochaine.